Bien, bonjour les secondes, c'est reparti pour une semaine de confinement, semaine numéro 472. Et puis vous avez entendu certainement les annonces du ministre qui a évidemment prolongé la durée de l'enseignement à distance, puisqu'un retour était prévu initialement à partir du 20 janvier, et il n'a pas précisé de nouvelle date, mais a priori on ne rentrera pas, c'est même pas a priori, c'est même une certitude, nous ne rentrerons pas le 1er janvier. Alors, pour un groupe, hein, pour une classe, les secondes 1, si je me souviens bien, on avait presque fini le grand 1. On s'était arrêté dans la partie C, la diffusion de l'humanisme en Europe, au fait que l'imprimerie avait contribué à diffuser l'humanisme, hein, puisque, comme on l'avait vu dans la vidéo, il était écrit qu'en un jour, on produisait davantage de livres qu'on en recopiait avant en une année. Et donc, on s'était arrêté au fait que, grâce à l'imprimerie, il y avait l'apparition de ce qu'on appelait les gazettes, c'est-à-dire une feuille imprimée qui donnait des informations sur l'actualité, c'est-à-dire l'ancêtre de la presse et du journaux papier tel que vous les connaissez actuellement. Et donc, il fallait noter aussi que l'imprimerie participe à l'alphabétisation d'une partie de la population, hein, une partie de la population qui dorénavant va avoir accès à l'écrit. Et c'est une partie de la population qui est majoritairement urbaine, hein, à la campagne. Euh, la plupart des habitants sont des paysans, exploitent la terre et n'ont pas besoin d'avoir un accès à l'écrit, si je puis dire. Et c'est une population qui est majoritairement urbaine, donc qui vit en ville. Et aussi, c'est une population majoritairement masculine, hein, puisqu'on estime que si une personne dans une famille ou si un enfant doit éventuellement être alphabétisé, aller à l'école, c'est évidemment les garçons, puisque les jeunes filles étaient destinées à s'occuper des tâches domestiques, d'être des femmes d'intérieur en quelque sorte. Et il était considéré peu utile de leur inculquer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, même si certaines, notamment dans la noblesse ou dans la très haute aristocratie, auront un accès à l'écriture. Donc nous avions juste commencé le grand 2, hein, la Renaissance, effervescence artistique et vision renouvelée de l'homme dans les arts. Donc pour une classe, les secondes 4, les secondes 1, on y arrive. Et grand A, donc la Renaissance, un reflet de l'humanisme. Donc on va voir à travers les œuvres d'art, et notamment celle qui vous est indiquée ici, hein, qui est une fresque qui a été réalisée sur le plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange, hein, sur laquelle on reviendra très longuement, et qui représente un certain nombre de scènes de l'Ancien Testament, et notamment de la Genèse, c'est-à-dire de la création du monde par Dieu, qui est représenté ici. Et ici, par exemple, vous avez la scène de la création d'Adam, une scène extrêmement connue, sur laquelle nous reviendrons longuement. Donc la Renaissance, un reflet de l'humanisme, avec la problématique à laquelle nous réfléchissons. En quoi la Renaissance artistique est-elle un reflet de l'humanisme et de ses grandes caractéristiques? Donc vous voyez, il y a une progression par rapport à notre grand 1, hein, qui était l'humanisme. Donc l'humanisme qui était caractérisé par la place qui était donnée à l'homme, également le retour à l'Antiquité. Eh bien, on va voir que la Renaissance artistique également reprend ces éléments tout en apportant évidemment de nombreuses nouveautés dans le domaine artistique. On en a vu un certain nombre d'ailleurs avec, en introduction avec l'œuvre de Raphaël, l'école d'Athènes. Donc la Renaissance sur laquelle on va travailler, j'ai déjà donné une définition dans l'introduction, mais ça coûte pas très cher de la rappeler, hein. La Renaissance, donc cette nouvelle naissance, désigne la révolution qui s'opère dans les domaines culturels et artistiques grâce à la redécouverte de l'art antique. Donc encore une fois, une place centrale qui va être donnée à l'Antiquité, place centrale qui lui avait été donnée dans le courant de pensée qui était l'humanisme, place centrale qui lui est donnée dans le courant artistique qui est la Renaissance. Donc c'est un sentiment de renouveau dans les arts par rapport au Moyen Âge. Et cette appellation Renaissance va être employée par la première fois par un artiste italien qui s'appelle Vasari au XVIe siècle pour traduire justement ce renouveau dans le domaine artistique
après des siècles du Moyen Âge qui étaient en quelque sorte considérés comme un peu obscurs ou un peu rétrogrades par rapport au temps béni qu'aurait été l'Antiquité. Donc la Renaissance, c'est une période extrêmement brillante dans le domaine artistique et qui est caractérisée par des artistes extrêmement célèbres, hein, dont vous connaissez forcément des œuvres représentatives de leur art. Alors le plus célèbre d'entre eux, hein, l'artiste absolu de la Renaissance, c'est bien sûr Léonard de Vinci, hein, donc là, c'est l'un des rares autoportraits qu'on ait de lui, hein, et il est bien précisé, un autoportrait supposé, donc plutôt à la fin de sa vie, hein, donc un vieil homme barbu aux sourcils broussailleux. Alors cet autoportrait correspond plus ou moins à ce portrait qui a été réalisé par Lattanzio Querena, mais alors qui n'est pas contemporain de Léonard de Vinci, hein, donc il a réalisé a posteriori, hein, vous voyez, au XVIIIe, XIXe siècle. Donc on retrouve ce personnage avec une grosse barbe, etc. C'est un peu la vision qu'on a de Léonard de Vinci. Alors Léonard de Vinci, vous le connaissez tous parce que il est l'auteur évidemment de la Joconde, hein, mais évidemment il est auteur également de très nombreuses œuvres qui vont marquer la Renaissance, des œuvres profanes comme la Joconde, c'est-à-dire des représentations non religieuses, mais aussi des représentations religieuses comme la Vierge à l'Annonciation par exemple, ou l'Annonciation de la Vierge plutôt, sur lesquelles on reviendra. Donc on l'appelle Léonard de Vinci parce que tout simplement il est originaire de la commune de Vinci. Donc il est à la fois peintre, ça vous le savez, mais il est sculpteur, il est architecte, il est homme de science, on l'avait vu, hein, il a représenté, rappelez-vous, de nombreuses coupes anatomiques du corps humain. Donc c'est un Italien évidemment, il est né en 1452, il est mort en 1519, donc il a vécu 67 ans. Donc vous voyez, dès 5 ans, son père, qui a noté qu'il avait des dons pour le dessin, le place comme apprenti dans l'atelier de Verrocchio à Valence. Donc Verrocchio était un énorme artiste florentin, donc italien de Valence. Et vous voyez, à 5 ans, hein, ce qui est l'âge en France d'être en grande section, eh bien lui, il était déjà apprenti. Puis petit à petit, eh bien, il va démarrer sa carrière de peintre. Et dès le début, il va réaliser des œuvres remarquables, hein, des œuvres religieuses, hein, la Vierge à l'œillet, l'Annonciation, et petit à petit, il va également améliorer des techniques qui ont été utilisées à la Renaissance, notamment la technique du sfumato, sur laquelle on reviendra. C'est une technique qui donne une impression de brume à l'arrière-plan et qui contribue à cette impression de profondeur de l'œuvre. On la voit très bien, notamment derrière la Joconde. Ensuite, bon, il va réaliser d'autres œuvres religieuses. Ce sont des commandes, hein, donc il est payé pour cela, comme l'adoration des mages qu'il doit faire pour un monastère. Et même s'il ne la terminera pas, la Vierge au rocher pour une autre chapelle. Bon, il réalise également des œuvres, comme je disais, profanes, c'est-à-dire des commandes qui sont faites par des nobles. Par exemple, le puissant duc Francesco Sforza de Milan qui lui demande une statue équestre, c'est-à-dire une statue à cheval. Et donc, c'est un artiste très renommé, donc il est célèbre dans toute l'Italie et les grands d'Italie, que ce soit les riches nobles ou les riches religieux, se l'arrachent pour lui demander des œuvres. Donc, vous voyez, en 1495, autre œuvre religieuse qui lui est demandée par des dominicains, donc des moines, qui lui commandent la scène, hein. La scène, c'est le dernier repas du Christ. De nouveau, il est employé par le duc Sforza, il va réaliser le plafond de son palais, et c'est à cette époque qu'il va peindre la Joconde, la Di Gioconda, qui est une œuvre également réalisée pour un riche marchand florentin. Bon, il réalise des études de zoologie, de botanique, d'anatomie, de géologie. C'est pour ça que je vous dis que c'est un artiste complet. Il imagine de multiples appareils, des machines. Je vous avais parlé du parachute, de l'hélicoptère, la première machine volante. Bon, ça reste au stade de dessin, hein, il n'en a pas fait des prototypes, mais ça vous montre que il a, il a une approche méthodique du savoir et surtout une approche presque encyclopédique, même si ce terme prendra réellement tout son sens au XVIIIe siècle avec la réalisation de l'encyclopédie par les philosophes des Lumières. Bon nombre de ces croquis, de ces notes, c'est quand même à noter, ne sont pas véritablement des trouvailles,
originales, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément ses créations, mais en fait, c'est le résultat de ses recherches, comme je vous l'ai indiqué, qu'il a effectué dans un souci encyclopédique, c'est-à-dire de collecter le plus de savoir possible. Et donc, si la Joconde nous est arrivée jusqu'à nous et aujourd'hui est conservée par le musée du Louvre, c'est que après les guerres d'Italie menées par François Ier, eh bien François Ier découvre la Renaissance en Italie. Il est considérablement impressionné par ce qu'il découvre en Italie, et donc il va vouloir ramener de grands artistes italiens de la Renaissance. Et l'un des plus célèbres, Léonard de Vinci, à qui il propose eh bien, de très importantes sommes d'argent s'il vient s'installer à sa cour et s'il contribue à développer la Renaissance en France. Et donc finalement, ben, il mourra en France et il sera même enterré en France en 1519. Autre artiste italien sur lequel on a déjà travaillé avec l'école d'Athènes, c'est Raphaël, hein, ou Raffaello de Sanzio, ou Raffaello Santi, Raffaello da Urbino. Donc ici vous avez donc pardon un autoportrait, donc encore une fois donc un portrait qui a été peint par Raphaël, qui le représente étant jeune. Donc il est né à Urbino en 1483 et il est mort, vous voyez, jeune, hein, à 37 ans à Rome en 1521. Donc encore une fois, c'est un peintre, mais c'est aussi un architecte italien, et on le considère comme un des trois maîtres de la Renaissance avec Michel-Ange et Léonard. Donc il va avoir une grande influence sur les peintres qui vont lui succéder, et de même, il va être employé par des riches nobles et des riches ecclésiastiques italiens, comme le pape Jules II, hein, qui lui avait commandé l'école d'Athènes. Euh, et puis le pape qui va lui succéder, Léon X, qui va lui confier certains chantiers dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Euh, et donc, certaines de ses œuvres aujourd'hui sont estimées à plusieurs dizaines de millions d'euros, comme la Transfiguration par exemple. Donc c'est un des peintres les plus célèbres de la Renaissance. Autre peintre, vous avez le Titien par exemple, qu'on appelle aussi Titien. Ça vient de Tiziano Vecellio, son nom complet. Donc encore une fois ici vous avez un autoportrait. Donc lui c'est surtout un portraitiste de l'école vénitienne, donc de Venise, et qui a vécu, lui, jusqu'à 88 ans, donc un âge très vénérable pour l'époque. Autre artiste, alors lui, il était notamment connu pour ses sculptures, hein, c'est le sculpteur italien Donatello, donc à cheval du 14e, 15e siècle, qui a sculpté de nombreuses sculptures, notamment à Florence, à Padoue. euh, et ici, vous avez une de ces statues qui le représente, qui est affichée dans la Galerie des Offices à Florence. Et puis, dernier artiste, donc Michel-Ange, hein, de son vrai nom Michelangelo Buonarroti. C'est un artiste italien donc de la Renaissance, vous le savez, un artiste florentin, qui a passé une bonne partie de sa vie à Florence, même s'il est né en Toscane, hein, qui est la région de Florence, à Caprese, et qui est mort à Rome à l'âge de 88 ans. Donc c'est un peintre, sculpteur, architecte, poète, urbaniste, et évidemment l'une de ses plus grandes œuvres est le plafond de la chapelle Sixtine, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors pour préciser quelques éléments sur Michel-Ange, hein, il a été lui aussi apprenti très jeune dans l'atelier de l'artiste Ghirlandaio. Donc il a travaillé longtemps à Florence, qui était la capitale entre guillemets de sa région natale, avant de se voir commander justement un travail par le pape Jules II, c'est-à-dire de peindre la voûte de la chapelle Sixtine à Rome, donc la chapelle privée du pape. Il va réaliser aussi d'autres sculptures, hein, comme le tombeau du pape Jules II, justement. Et puis ce Michel-Ange, il va fréquenter un certain nombre d'artistes, pardon, de penseurs de la Renaissance, d'humanistes, et par ces techniques qu'il va employer, ses choix de thèmes, qu'on va étudier plus en détail, on voit que c'est un représentant justement de l'art de la Renaissance et également un des peintres, pardon, les plus célèbres de la Renaissance.